Salut, je m'appelle Nat et la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est l'un de mes cours de DCG-DSCG. Ce cours, c'est l'essentiel de ce que tu dois savoir en étant le plus synthétique possible, en vulgarisant et en expliquant chaque concept. Le but, c'est que tu comprennes le cours avant de l'apprendre. Cette vidéo est extraite de mon contenu de formation. J'ai lancé une plateforme destinée à tous ceux qui passent le DCG, DSCG, qui sont en Master CCA, ou même qui veulent approfondir leurs connaissances sur la compta, le droit, la finance, le management, l'économie et le SIG. À chaque UE correspond une formation. Cette vidéo que tu vas regarder, elle est gratuite. Tu peux la visionner autant de fois que tu veux, tu peux même la télécharger. Mais si tu veux aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, rejoins-moi. En accédant à une formation, déjà tu me soutiens et tu m'encourages à poursuivre dans cette mission pour laquelle j'ai démissionné de mon poste en tant que chef comptable dans un cabinet. Et surtout, tu n'as pas juste accès aux vidéos du cours, ça c'est la partie gratuite. Tu l'as aussi en format audio et en PDF. Mais le plus important, c'est que tu as la possibilité d'interagir directement avec moi. Pour me poser tes questions sur un cours, quelque chose que tu n'as pas bien compris, ou dont tu voudrais juste t'assurer avoir bien compris, pour approfondir un sujet, une digression, un point sur lequel je suis passé un peu vite peut-être, pour corriger avec toi un exercice que tu n'arrives pas à réussir, une correction que tu ne comprends pas ou dont tu doutes de l'exactitude. Parce que oui, c'est quand même rare, mais ça peut arriver qu'il y ait une erreur dans la correction. Et même pour aborder des sujets hors du cours. Comment on prépare une UE? Comment elle se déroule? Quelle stratégie adopter pour réussir le diplôme? Combien de temps y consacrer? Et justement, comment en gagner du temps? Pour faire simple, je te propose de m'avoir comme ton prof particulier, mais aussi comme ton coach, voire même ton mentor pour la réussite de tes examens. On est au tout début de l'aventure. Il y a encore plein de choses qui vont arriver sur ces formations, notamment des fiches de révision. Et tu l'as compris, chaque formation va s'améliorer avec le temps et les gens qui la rejoignent. Parce que c'est ça la beauté du projet, te mettre à disposition un produit toujours plus complet avec lequel tu vas pouvoir interagir pour trouver la valeur dont toi tu as besoin pour acquérir le diplôme. Aujourd'hui, une formation coûte 19,90 €. Ça ne va pas rester ce prix-là. Au fur et à mesure des personnes inscrites, je vais augmenter progressivement le prix. C'est normal, plus il y a de personnes, plus le contenu s'améliore vite. Et si aujourd'hui, tu t'apprêtes à regarder la version 1 du cours, dis-toi que sur ma plateforme, non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner la version 2, 3, 4 et des vidéos complémentaires que tu ne trouveras pas sur YouTube. Va voir sur le site, il y a déjà plein d'UE. Mais encore une fois, on n'est qu'au tout début et au meilleur prix que tu puisses avoir pour rentrer dans la formation. Et comme l'accès est à vie, peut-être que si tu prévois de passer d'autres UE l'année prochaine ou dans les années à venir, il peut être intéressant pour toi d'acheter dès maintenant les formations à ces UE avant que le prix n'augmente. La valeur de ma formation est d'interagir, de trouver les réponses à tes questions, les solutions à tes problèmes. Et ça, en illimité. Je ne te consacre pas juste 1 heure avant de passer au prochain élève. Tu as accès à moi en illimité. Alors si tu veux m'avoir comme ton prof particulier pour un prix imbattable, clique sur le premier lien en description pour qu'on réussisse ensemble ton DCG-DSCG. Et surtout, abonne-toi et active la cloche car d'autres cours vont arriver très bientôt. Et voici maintenant pour toi la vidéo. Chapitre 16, les autres infractions. Alors bien qu'elles soient beaucoup moins parlantes que les infractions du cours précédent,
Les infractions à la création de la société, elles te permettent de savoir ce que tu as le droit de faire ou de ne pas faire quand tu crées une société. Alors, déjà, ne pas immatriculer une société. Et immatriculer une société, c'est la déclarer à l'État et aux tiers. Donc effectivement, si tu crées une société mais que tu la caches à tout le monde, c'est un délit. Et qui va payer l'impôt? Qui est responsable en cas de problème? Qui va signer les contrats? Ne pas déclarer une modification de ta société. C'est le même principe que le défaut d'immatriculation. Si tu changes la forme de ta société, ou le capital, ou l'objet, ou n'importe quoi d'important en fait, il faut que tu préviennes l'État et les tiers de ces changements. Ne pas respecter les statuts de la société. Les statuts, ça définit la forme, le capital, l'objet ou n'importe quoi d'important. Et ils sont publiés à l'État et aux tiers. Donc évidemment, ne pas respecter les statuts, c'est donc une infraction au même titre que le défaut d'immatriculation ou de la déclaration de modification. Faire une fausse déclaration. Bon, là, il n'y a pas besoin d'aller plus en précision que ça. Surévaluer un apport en nature. Alors là, il y a besoin d'explications. Quand tu crées une société, tu dois lui donner un capital, c'est-à-dire une valeur de départ. Admettons que tu veux lui donner 1000 € de capital. Tu peux faire un virement bancaire sur le compte de ta société ou lui donner une machine qui vaut 1000 €. Un apport en nature, c'est donner un objet à sa société en guise de capital. Maintenant, c'est parfois compliqué de donner une valeur à ce que tu apportes. Est-ce que ta machine, elle vaut vraiment 1000 €? Pourquoi elle n'en vaudrait pas 500? Pourquoi pas 2000? Tu dois justifier à l'État et aux tiers le prix de ta machine. Alors tu serais tenté de déclarer que ta machine, elle vaut 1 million d'euros. Et puis hop, comme ça, la valeur de ta société, elle est directement d'1 million d'euros. Mais sauf que dans ce cas-là, tu as menti. Tu as surévalué ton apport en nature. Alors il y a aussi des infractions pendant la vie de la société. Parce qu'évidemment, il n'y a pas seulement à la création de la société que tu risques de commettre des infractions. On va lister les plus courantes. Alors, l'abus de biens sociaux, on en a parlé dans le cours précédent, c'est le fait pour un dirigeant d'une entreprise commerciale de faire de mauvaise foi un usage de biens ou du crédit de la société qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci. Et il fait ça soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société dans laquelle il a un intérêt. La distribution de dividendes fictifs. Alors le dividende, c'est quand la société, elle donne de l'argent à ses propriétaires. Parce que oui, une société, ça appartient toujours à quelqu'un. Mais encore faut-il qu'elle ait de l'argent à donner avant d'en donner. Et en fait, l'argent que la société, elle peut donner en dividende, ça correspond à son bénéfice, moins des sommes qu'elle est obligée de coffrer en cas de coup dur. Donc si ta société, elle fait 1000 € de bénéfice, mais que tu décides d'en distribuer 1500 €, c'est un dividende fictif pour 500 €. Parce que les 500 €, elle ne les a pas. En tout cas, elle n'a pas le droit de les distribuer. La présentation ou la publication de comptes sociaux ne donnant pas une image fidèle de la société. Les comptes sociaux, donc le bilan, le compte de résultat et l'annexe, c'est comme un livre qui raconte la vie de la société. Le bilan raconte ce qu'a la société, son patrimoine et ses dettes. Le compte de résultat raconte ce qu'elle a fait cette année. Combien de ventes, combien d'électricité elle a payé, combien d'impôts elle a payé, etc. Et l'annexe, c'est une note explicative qui détaille certains points du bilan ou du compte de résultat. Et puis aussi d'autres informations diverses. La société, elle a 3 salariés, la guerre d'un pays voisin l'a impacté de telle manière, etc., etc. Le dirigeant, il fait 2 choses avec les comptes sociaux. D'abord, il les présente aux propriétaires de la société pour qu'ils connaissent l'histoire de la boîte qu'ils détiennent. Et ensuite, il les publie pour que l'État et les tiers soient au courant de son histoire. Alors, il se peut aussi que le dirigeant de la société, donc celui qui la dirige, en soit aussi le propriétaire, celui qui la détient. Dans ce cas, il se présente les comptes à lui-même. Or, si le dirigeant il trafique les comptes sociaux, il raconte pas la vraie histoire. Par exemple, en un coup de crayon, la société elle va passer de 1000 € à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est une infraction. Le délit d'initié. Ça, c'est le fait d'utiliser une information privilégiée, donc qui n'est pas encore publique,
pour agir sur le marché financier. Par exemple, tu dînes avec Bernard Arnault et il te confie en secret que son groupe LVMH, il va racheter Gucci, ce qui va faire exploser l'action LVMH. Toi, avec ce secret-là, tu t'empresses d'acheter 100 actions LVMH pour les revendre quand le prix aura doublé. Tu as donc utilisé une information qui n'était pas encore publique pour t'enrichir. Ça, c'est un délit d'initié. Les infractions liées à la nomination d'un liquidateur. Quand tu veux liquider une société, tu dois nommer un liquidateur, dont le rôle est de vendre tout ce que la société détient et payer ses dettes. Cette nomination, elle doit respecter certaines règles pour ne pas faire n'importe quoi, notamment le fait de nommer un liquidateur impartial. Parce qu'imaginons que tu veuilles liquider une société. La société, elle a une machine de 1000 euros, elle doit 1000 euros à Fred et elle doit 1000 euros à Fabien. Un liquidateur impartial, il va vendre la machine pour 1000 euros et puis il va répartir cette somme entre Fred et Fabien, donc 500 euros chacun, pour rester équitable. Mais si jamais c'est Fred qui est nommé liquidateur, il pourrait favoriser son intérêt personnel en se versant 1000 euros et 0 euros à Fabien. Le défaut d'information ou de convocation des associés. Au moins une fois par an, le dirigeant doit convoquer les propriétaires de la société pour leur présenter les comptes sociaux et décider de la marche à suivre pour l'année prochaine. Les propriétaires, ils doivent être informés de tout ce qui se passe dans la société lors de l'assemblée. Si le dirigeant ne les convoque pas, qu'il ne leur donne pas toutes les informations nécessaires, il commet un délit. Et si le dirigeant il est aussi le propriétaire de la société, il doit s'auto-convoquer. Et pour ça, il s'envoie une lettre l'informant qu'il s'invite à une assemblée générale. Et enfin, la réduction du capital d'une SA sans respecter l'égalité des actionnaires. Alors c'est un petit cas technique. Les propriétaires d'une société anonyme, on appelle ça des actionnaires. Chaque actionnaire, il a un bout de la société, qu'on exprime en pourcentage. Si la valeur de la société, elle baisse, donc que son capital il baisse, la valeur de chaque bout détenu par la société doit également baisser. C'est-à-dire que Amandine et toi, vous avez chacun donné 100 euros à votre société anonyme. Cette dernière, elle a donc une valeur de 200 euros. Amandine, elle a donné 100 euros sur les 200 euros. Elle détient donc 50% de la société, un demi. Toi aussi, tu as donné 100 euros sur les 200 euros, tu détiens donc un demi de la société, donc 50%. Admettons que tu veuilles réduire le capital. La valeur de la société, elle passe à 150 euros. Donc tu vas faire une baisse de 50 euros. Amandine doit toujours détenir 50% de la société, soit 75 euros. Elle passe donc de 100 euros donnés à 75 euros donnés. Toi aussi, tu dois toujours détenir 50% de la société, soit 75 euros, donc tu passes aussi de 100 euros à 75 euros. Si tu avais imputé la réduction de capital, donc les 50 euros que tu enlèves, à Amandine, Amandine, elle n'aurait plus eu que 50 euros sur 150 euros, soit un tiers du capital. Donc ce qui fait 33,33% en tout. Et là, c'est pas juste pour Amandine, parce qu'elle serait passée d'une situation où elle a 50% de la société à une situation où, comme elle a que 50 euros de part sur 150 euros au total, où elle n'a que un tiers de la société. Et puis il y a aussi les infractions liées au commissaire aux comptes. Le CAC, c'est celui qui vient vérifier que les comptes sociaux racontent la bonne histoire et qu'ils respectent la loi. D'ailleurs, c'est à toi de nommer le CAC. Le dirigeant, il peut se rendre coupable de 2 infractions vis-à-vis du CAC. L'absence de nomination et le délit d'entrave. Admettons que tu sois le dirigeant d'une société. Si tu as l'obligation de nommer un CAC, parce que parfois tu es obligé, parfois non, et que tu ne le fais pas, tu commets une infraction. De même, si tu entraves la mission du CAC, c'est-à-dire que tu l'empêches de mener à bien sa mission, par exemple en fermant ton entreprise le jour où il vient, tu commets aussi une infraction, c'est-à-dire que tu dois coopérer. Mais le CAC, il peut aussi se rendre coupable d'infraction lui-même. Et dans les examens, ce sont ces cas qui sont le plus demandés.
Si le CAC il ment sur son rapport, c'est l'infraction d'information mensongère. Si le CAC ne révèle pas les faits délictueux, c'est l'infraction de non-révélation de faits délictueux. En effet, si au cours de sa mission d'audit, le CAC il remarque que toi ou la société en elle-même a commis un délit ou un crime, ou s'apprête à en commettre un, il doit immédiatement prévenir le procureur de la République. C'est le cas notamment s'il se rend compte que tu piques dans la caisse pour aller à Disneyland. C'est un délit d'ABS ou d'abus de confiance selon la société. Et pour finir ce cours, je vais te poser une petite question piège. Karl, le commissaire aux comptes, il vient vérifier les comptes de ta société. Ayant fini sa journée, il s'apprête à quitter tes locaux lorsqu'il te surprend dans une conversation avec Tilda. Et toi et Tilda, vous prévoyez de jeter Thierry par-dessus la fenêtre. Qu'est-ce qu'il doit faire, Karl? Est-ce qu'il doit prévenir le procureur de la République, sans quoi il se rendrait coupable de non-révélation de faits délictueux? Eh bien, techniquement, non. Parce que Karl, il n'a pas eu connaissance de ces faits au cours de sa mission, mais en rentrant chez lui. Donc, techniquement, il n'est pas sous le coup de la non-révélation de faits délictueux. La bonne réponse, c'est qu'il doit prévenir la police, sinon il se rend coupable de complicité de meurtre. Le seul cas où Karl il aurait été sous le coup de la non-révélation de faits délictueux, c'est s'il avait compris que tu envisageais de tuer Thierry en regardant dans les comptes. Par exemple, il voit que vous avez acheté de la corde, vous avez acheté un pistolet ou des choses comme ça, etc. etc. Si tu es tombé dans le piège, donc rappelle-toi que le droit, c'est vaste et que chaque détail de l'énoncé compte le jour de l'examen, même dans les exercices de manière générale. C'est-à-dire que j'ai tiré cette question d'un exercice que personnellement, j'ai vraiment eu à faire lors de mes études. Les sanctions maximales pour ces infractions, c'est toujours 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Merci d'avoir regardé ce cours. J'espère qu'il t'a été utile et qu'il t'aide dans la préparation de ton examen. Pour aller plus loin et t'investir encore plus dans la réussite de ton diplôme, ma formation est disponible au meilleur prix. Alors rejoins-moi pour qu'on réussisse ensemble ton DCG DSCG.